Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de Tadaviz, notre outil d'exploration et de visualisation de données. Je suis Mathieu Possard, directeur marketing de Neovision, et je suis aujourd'hui accompagné de Victor Creusel. Victor. Bonjour, pour ma part je suis ingénieur R&D à Novision et j'ai travaillé avec plusieurs personnes sur l'outil que nous allons présenter aujourd'hui. Donc, on est avec une véritable guest star aujourd'hui. Donc, Tadaviz, c'est avant tout un projet interne sur lequel a beaucoup travaillé Victor, un outil développé par nos data scientists, donc pour nos data scientists. Et donc, concrètement, je suis clairement pas la cible de cet outil. J'aurais un peu de mal à l'utiliser, non, Victor? Oui, je pense qu'on va pas se mentir entre nous, ça risque d'être un peu le cas. J'aurais pas les compétences pour. Je ne suis pas, ce n'est pas fait pour en tout cas. Donc, en gros, Tadaviz nous sert à sécuriser, accélérer l'ensemble de nos projets IA. Et comment cela? Donc en explorant et en visualisant de grands jeux de données avec de multiples paramètres qui seraient très difficiles de qualifier avec fiabilité sans cet outil. En analysant les jeux de données avec Tadaviz, on peut mettre en lumière des groupes de données qui seront proches entre elles, très similaires, on va appeler ça des clusters, des corrélations, ce sont des groupes de données qui vont être liés entre elles, et également des données qui seront aberrantes qu'on appelle les outliers. Donc, en visualisant les clusters et les outliers notamment, on peut se projeter sur la qualité d'un potentiel apprentissage, de la qualité des données pour faire de l'apprentissage machine. Et les corrélations vont nous permettre de faire émerger des problématiques qui seront résolubles grâce à l'exploitation de ces données-là. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet en présentant quelques fonctionnalités et l'usage de l'outil. Donc, sachez tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, et je préfère le répéter, que cet outil est destiné aux professionnels de la data. Il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Et donc, Neovision se charge donc de l'onboarding, du setup et de la formation pour la prise en main de Tadaviz. Donc, Victor va tout d'abord lancer Tadaviz et charger les données qu'on va analyser et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc avant toute chose, cet outil peut analyser quel type de données, Victor? Alors si on veut faire court, on peut l'utiliser pour analyser à peu près tout type de données à partir du moment où on est capable de les convertir sous forme d'un tableau numérique. Donc ça va des images, du texte, de l'audio, des séries temporelles ou des données tabulaires brutes. Donc on peut vraiment l'utiliser sur une large gamme de données. Ok, donc un outil assez large qui peut s'adresser à tout type de données. Mais est-ce que tu peux nous présenter plus concrètement le jeu de données qu'on va analyser aujourd'hui et comment tu t'y prends pour l'analyser, pour le faire mouliner avec ta Davis? Oui, tout à fait. Le jeu de données qu'on va analyser aujourd'hui, il s'appelle Coil 100. C'est un jeu de données qui est constitué de 100 différents petits objets, chacun disposé sur une plaque tournante et pris en photo avec des écarts d'angle d'environ 5 degrés. Ça nous donne 72 rotations pour chaque objet, ça nous donne 7200 images en tout pour les 100 objets. La première étape pour analyser le jeu de données, c'est d'effectuer un pré-traitement avant de le donner en entrée de l'outil. Le pré-traitement, il peut varier pas mal en fonction du type de données et en fonction de ce qu'on cherche à observer sur la donnée. De ce jeu de données, le pré-traitement, il est assez compliqué. Ça consiste à faire passer le jeu de données au travers d'un réseau de classification. Ce qu'on obtient en sortie, c'est un embedding des données, donc une projection de ces données en espace en très grande dimension. Et on espère que l'information spatiale de l'embedding contient des informations sur le type d'objet, la forme générale de l'objet ou encore la couleur de l'objet. Outre le pré-traitement qu'on effectue sur les données, il faut également préparer des métadonnées, typiquement des annotations. Ici, les annotations, c'est simplement la classe de l'objet et l'angle de rotation associé. Mais de manière générale, ça peut être la source de la donnée, l'heure de la capture, euh, d'autres informations diverses et variées sur les données. D'accord. Bon, on vous a pas menti, hein, c'est assez technique, donc voilà pourquoi c'est un outil qui est à destination des data scientists. Mais avec ces informations, on comprend un petit peu mieux quand même l'utilité de cet outil et quel niveau de pré-traitement il faut mettre en place avant de pouvoir le lancer. Et donc maintenant, on va regarder un petit peu, on va faire de l'exploration, de la visualisation, vu que les images sont maintenant uploadées. Donc le but, comme tu l'as dit, c'est de projeter ces images sur une représentation 2D. Mais concrètement, pourquoi faire ça? À quoi ça va nous servir? Tout l'intérêt de l'outil, c'est de permettre une visualisation qui est en temps normal difficile, voire impossible,
un jeu de données qui vit en très grande dimension. Donc on est incapable d'observer un jeu de données qui vit en dimension 2048 comme le jeu de données qu'on est en train d'observer actuellement. Donc on le projette dans l'espace en 2 dimensions afin de pouvoir interpréter des relations dans cet espace. Et le cœur de l'outil, c'est l'algorithme de réduction de dimension qui est capable de conserver les relations de distance et de structure locale qu'on observe dans l'espace de départ et projeter ainsi dans l'espace en 2 dimensions. Ok. Donc en fait, pour faire simple, ça permet de mieux représenter les données pour une analyse humaine en réduisant justement ce nombre de dimensions à 2. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Ça correspond à ce qu'on attendait, à ce que tu attendais? Oui, en effectivement plutôt pas mal même. L'embedding, pardon, le pré-traitement, c'était un embedding à partir d'un réseau de classification. On s'attendait à avoir des clusters qui sont relatifs aux classes objets, et c'est exactement ce qu'on observe ici. Hmm. Effectivement. Et donc maintenant qu'on a projeté, visualisé ces données, il faut pouvoir les interpréter. C'est la phase quand même cruciale. Et donc une nouvelle fois, on va avoir bien besoin de tes compétences en data science, mon Victor. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu vois et comment tu vois tout ça? Oui, outre comme on l'a dit précédemment, les clusters qu'on observe qui représentent les mêmes classes d'objets, on observe également des sortes de regroupements de clusters, donc des surgroupes qui contiennent les classes d'objets. Et si on survole ces surgroupes, on observe, ce qui est plutôt intéressant, des similarités entre les classes d'objets. Par exemple, ici on observe des petits véhicules, des jouets. Ici on observe des objets en bois. Et ici on observe 2 classes de mugs, tout similaires. Et mieux, l'intérêt de l'outil c'est aussi l'interactivité. Si on change légèrement la configuration de réduction de dimension, on peut observer qu'il y a la forme des clusters elle change. Ici ça donne une forme circulaire. Et en survolant les points sur ces formes circulaires, nous constatons que cela représente les rotations des objets. Donc on peut ici en déduire que les 2 images d'un même objet, prises à 5 degrés d'écart, sont très proches en représentation produite par la autre classification, suffisamment proches en tout cas pour obtenir cette configuration circulaire. Ok, merci pour cette explication. Donc tout devient plus clair avec cette représentation maintenant. Maintenant qu'on a une meilleure idée du fonctionnement de Tadavis, il convient de s'intéresser quand même à son utilité. Donc Tadavis est utile principalement à 2 moments cruciaux. Premièrement, pour faire une première exploration de son jeu de données avant de lancer un apprentissage, donc pour le qualifier, et ensuite pour accélérer et valider son projet IA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, Victor? Oui, il y a un point commun aux 2 objectifs là. Dans les 2 cas, ce qu'on cherche à observer, c'est la présence, voire l'absence, de relations dans les données. Des relations qui peuvent être ou bien attendues ou bien inattendues. Euh, Si jamais on a des relations qu'on observe qui sont attendues, c'est plutôt positif. Si jamais on aura des relations qu'on observe qui sont inattendues, ou bien on peut gagner de l'information sur nos données. Ça peut nous éviter des biais par la suite, ou ça peut nous donner de l'information sur comment traiter ces données pour une tâche précise. Euh, pour donner un exemple plus concret, si on a entraîné un modèle de deep learning à une tâche, comme de la classification, on peut utiliser l'outil pour analyser qualitativement les performances atteintes, essayer d'observer les relations entre les erreurs faites par le réseau et la répartition des données effectivement. Ok, plutôt cool. Et du coup, maintenant au niveau des avantages et de ses limites, donc si je comprends bien, j'ai l'impression d'avoir bien compris, en tout cas j'espère qu'il en va de même pour vous derrière votre écran. Et donc, si tu pouvais résumer très rapidement les avantages de Tadavis, quels seraient-ils? Bon, bah, les avantages, on l'a déjà dit, c'est permettre une tâche qui est normalement difficile, d'observer des données qui vivent en très haute dimension. Mmh. Nous permet déjà de faire ça. Ça nous permet d'évaluer si si une représentation qu'on a sur les données est pertinente pour une tâche précise visée, comme la classification ou de la détection. Et sur l'exemple concret que nous avons ici, on peut observer que la tâche de classification des sans-objets sera plutôt aisée via le réseau de neurones ciblés. Et ce pourtant, malgré le fait que le réseau que nous avons utilisé n'a pas été entraîné sur ces données, mais a été entraîné à une tâche de classification généraliste.
mais on peut tout de même l'utiliser pour la classification ici, et on s'attend à ce que ça fonctionne très très bien. Donc ça peut nous permettre de qualifier les jeux de données, et d'accélérer le lancement et la progression d'un projet IA. Ok. Mais bon, comme dans la vie, tout n'est jamais rose. J'imagine qu'il y a quand même quelques limites. Mm. La principale contrainte que nous avons sur cet outil, c'est lié à la phase de sélection et de représentation des données, qui nécessite l'intervention d'un expert en data science, parce qu'il est très facile de faire un pré-traitement qui sera inadapté, voire néfaste, et qui nous amènera à des résultats ou bien inintéressants, c'est le meilleur cas, ou bien faux, qui nous amènent dans une mauvaise direction, et peut nous conduire à des biais par la suite dans le projet IA. Donc c'est voilà, l'intervention d'un data scientist est importante lors de l'utilisation de cet outil. D'accord, donc cette limite, cette contrainte, est quand même clairement, explicitée, tout au long de cette vidéo, je crois. Et pour répondre en fait à ce besoin, en data science, en fait, en compétences, nous, pouvons proposer, 2 choses à Neovision. Donc, c'est tout d'abord donc, spécifier, l'outil en choisissant la bonne représentation de données pour faciliter, l'exploration du dataset, par vous-même, ou alors on peut également procéder nous-mêmes à l'analyse globale du dataset grâce à Tadaviz. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux cerner, de mieux comprendre notre outil Tadaviz et les bénéfices qu'il peut vous apporter. Si vous disposez de données que vous souhaitez analyser, qualifier ou interpréter, n'hésitez pas à nous contacter. Nous verrons ensemble comment nous pourrons les exploiter et donner vie à un projet IA ensemble. On vous remercie et on vous dit à bientôt. Au revoir. À bientôt.